bonsoir à tous. À la une de ce journal, alors que la crise anglophone s'enlise, avec l'introduction des engins explosifs improvisés et des morts enregistrés parmi des soldats et des civils, une séance plénière est organisée à l'Assemblée nationale pour tabler sur le plan de reconstruction des régions anglophones toujours en guerre. Le député SDF Jean-Michel Nitieux accuse le gouvernement de banaliser les horreurs de la guerre, de minimiser sa responsabilité et de bloquer tout débat parlementaire sur les problèmes de fond à l'origine de cette crise afin d'esquisser des solutions politiques susceptibles de ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous suivrez au cœur de ce journal comment les députés RDPC et ceux de l'opposition sont unanimes sur les suites judiciaires très attendues après la confirmation des détournements dans le rapport final de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Une grave pénurie d'eau affecte plusieurs ménages dans des centres urbains de Douala. Ce stress hydrique engendre de nombreux désagréments. Les populations exaspérées ont manifesté pour exprimer leur colère. Comment vivent-elles cette situation, cette difficulté d'accès à l'eau courante? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un conseil municipal qui s'est déroulé sous haute tension à Makak. Certains élus dénoncent l'exploitation forestière illégale qui s'y déroule. Ils dénoncent la complicité de certains élus dans ces activités d'exploitation forestière illégale, des activités qui se déroulent en marge de l'intérêt général des populations. Les différents élus locaux se sont étripés durant ce conseil municipal. Je vous invite à suivre ce reportage signé Joël Niem et Cédric Ding. On ne peut pas se permettre de laisser certains conseillers ou certains exploitants illicites de continuer à entrer dans notre forêt communale. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. Le maire de Makak n'aura pas mâché ses mots. Il faut dire que depuis plusieurs années, les forêts de cette localité située dans le département d'Union et les régions du centre sont la proie d'une surexploitation d'entreprises, parfois non reconnues, qui opèrent avec l'appui de certains conseillers municipaux véreux, ce qui provoque le courroux des autres conseillers lors des assises qui réunissent ces derniers. Ici, je m'adresse à mon frère, mon père, mon professeur, Monsieur Balok, le conseiller de Ngon. Lorsqu'il dit Makak a oublié Ngon, lorsqu'il dit tout ce qui se passe en Ngon, il n'est pas au courant. Ne jouons pas aux bandits ici. Ils savent ce qui se passe dans leur zone, monsieur le préfet. Excusez-moi le temps. Ils savent qu'ils ne nous dérangent pas. Une surexploitation forestière qui laisse des plaies béantes sur les axes routiers qui traversent la localité de part en part et ne profite en rien aux populations qui, selon le maire, manquent de tout. Tous les 42 villages ont les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Adduction en eau potable, électrification, construction de CMA, centres médicaux, réhabilitation des écoles, tout est à faire à Makak, tout est à faire. L'électrification qui constitue une véritable épine dans le pied des populations de Makak qui voient leur activité économique tourner quasiment au ralenti. Nous rencontrons d'énormes difficultés en ce qui concerne des coupures intempestives d'énergie qui durent parfois une semaine. Et lors de ces coupures, lorsque nos congélateurs sont chargés, nous avons par exemple la perte d'un congélateur entier de poissons lorsqu'on regroupe les différentes variétés qui se sont dégradées faute d'énergie électrique. Pourtant, chaque jour, des tonnes de billes de bois sortent des forêts de Makak. On exploite nos forêts. On exploite nos forêts. Et nos populations feront comment? Ceux-là qui sont conseillers ou alors qui pourraient être conseillés et soient impliqués dans cette pratique frauduleuse, qu'ils soient poursuivis. Parce que nous sommes là, nous tous, chaque conseiller est un potentiel maire dans sa localité. Un véritable coup de gueule de certains élus de Makak qui voient leurs poumons verts exploités et paradoxalement le quotidien des plus de 30 000 habitants qui résident ici.
s'enlisaient. Il usurpait l'identité de pseudo-général séparatiste Nopiti pour terroriser les populations à Fombot. Ce malfrat d'une ingéniosité destructrice vient d'être mis hors d'état de nuire après avoir commis un énième forfait. Le récit des faits avec Mama Soufor et Vivien Tonfac. La brigade de gendarmerie de Fombot vient d'interrompre la cavale d'un présumé malfrat. L'un de ces derniers forfaits aurait été commis dans le domicile de cet opérateur économique, bien connu à Fombot. Il était déjà chez moi, il avait déjà cassé chez moi. Et lors de mon passage à la prison de Fombot pour un don, je l'ai vu là-bas, il est passé aux aveux. Cette fois-ci, après son forfait, il a emporté des effets, mes vêtements, plus particulièrement une casquette Adidas. C'est en abordant ce chapeau qu'il sera identifié puis traqué dans la rue. Et mercredi, j'étais donc en ville pour les achats. J'étais en train d'expliquer à un autre frère que j'étais victime d'un coup de vol. Subitement, j'ai aperçu quelqu'un qui venait sur la route avec la casquette Adidas à la tête et le cache-nez. J'ai pris la peine de l'observer et donc constaté que c'était donc le nommé Mefire Ibrahim, que je connais particulièrement. J'ai gardé silence, j'ai laissé qu'il avance, jusqu'à ce qu'il est arrivé à quelques mètres de moi. J'ai donc bondi sur lui. C'est comme ça que je l'ai maîtrisé. Connu sous un autre nom, cet évadé de prison a été pris avec un récépissé sur lequel son identité avait été changée. Par rapport à la carte d'identité qui se dépose là comme récépissé là, j'ai fait ça juste parce que j'étais citoyen camerounais. Je ne pouvais pas marcher sans avoir la carte. Parce que je savais bien que j'étais recherché. En plus de ses identités, il se présentait chez certaines de ses victimes, comme le redoutable combattant séparatiste Général Nopiti, actif en Bui dans le nord-ouest. Il m'a déjà visité 3 fois. La première fois, je l'ai poursuivi et il a sorti le couteau, mes frères ont fui. La deuxième fois, il est venu, il a toqué à ma fenêtre, croyant que je n'étais pas là. Quand je dis qu'il va là, il a dit c'est lui Nopiti. Et qu'on avait déjà encerclé la maison, que je donne de l'argent. Le choix de ce nom n'était pas fait de manière anodine. Il se déguisait, il se prenait pour un des lieutenants de Nopiti, ce qui a créé une psychose dans la tête des populations de Fombot, croyant qu'il était un ambazonien, pourtant il n'en était pas question. Le présumé malfrat pseudo-général Nopiti a été mis à la disposition de la justice, qui statuera sur son sort. Leur situation ne cesse de se dégrader. Les déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, résidant à Bafoussam et dans d'autres villes de la région de l'ouest, font face à d'énormes difficultés pour prendre en charge leurs enfants, les envoyer à l'école et surtout subvenir à leurs besoins vitaux. Certains ont été admis à l'hôpital faute de soins médicaux et de moyens pour s'offrir ces soins. Ils interpellent le gouvernement et les âmes de bonne volonté. Ces déplacés de guerre s'expriment dans ce reportage signé Leclerc Sakem. Au fort de la crise anglophone, dont les effets se font de plus en plus sévères, au fil des ans pour les populations, les difficultés s'amoncellent. La région de l'Ouest est l'une des régions qui contient l'un des pourcentages les plus importants de ces déplacés internes. Ici à Bafoussam, j'ai le problème de cadre national. Le policier vient le déranger. L'autre problème, c'est le problème de l'alcool de l'enfant. Pas pour payer la pension, il a donné prendre 35 550 que le reste je ne peux pas payer au banc. L'autre chose, c'est pour la maison que j'habite. J'ai payé la pension de la maison, une chambre et un salon. Et que je paye 20 000. Dans ce chapelle de mots qui aujourd'hui mine cette couche vulnérable, il y a le difficile accès aux soins de santé, les économies de la grande majorité ayant été ruinées par la crise. Dans ce lit d'hôpital de la ville de Tchon, la petite Kwedi, âgée de 13 ans, a été admise d'urgence pour des soins de santé pour une maladie grave.
Elle vient de Lébialem, dans le sud-ouest. À ses côtés, sa génitrice, déboussolée par la situation sanitaire de sa fille qui vient s'ajouter à ses peines financières. L'enfant était rentré de l'école un jour avec un truc qui était sorti sur son doigt. Mais j'ai cherché un produit traditionnel écrasé, maigre sur ça. Jusque là, ça n'allait pas toujours. Je lui ai demandé de tremper aussi la main dans l'eau. Elle a trempé et puis elle allait se coucher dormir. Le lendemain, vendredi, elle allait à l'école et moi je suis allée au champ. Arrivée à l'école, elle est chassée pour l'école, pour la pension. Elle est rentrée, je n'étais pas à la maison. Elle s'est couchée au lit, je suis rentrée quand elle dormait déjà et je l'ai réveillée. Elle m'a dit que toujours son cou là, ça ne va pas, ça fait tellement mal. Samedi, la situation a aggravé. Je l'ai amenée à l'hôpital. On a fait le test, on a fait les examens, on a trouvé qu'elle avait le tétanos et la méningite. Là, nous sommes les déplacés, on n'a pas à manger. L'enfant a 13 ans aujourd'hui et elle fait classe 2. Juste à cause de la guerre. Oui, la guerre a fait qu'elle ne fréquentait plus depuis. Voilà, aujourd'hui, elle se retrouve en forme tout avec 13 ans. Le corps médical s'est mobilisé pour des soins, mais les factures sont énormes. C'est une enfant issue d'une famille de déplacés internes qu'on a reçue dans un tableau de contracture généralisée où le diagnostic d'une méningite sévère a été posé. Elle est rendue aujourd'hui au 15e jour et nous avons instauré un protocole de prise en charge, mais nous avons rencontré beaucoup de difficultés. La famille, de leur statut de déplacés internes, ont vraiment du mal à pouvoir disponibiliser le strict minimum pour pouvoir la prendre en charge. Donc, nous appelons donc toutes les âmes de bonne volonté de pouvoir essayer donc de pouvoir mettre la main, nous aider à pouvoir aider cette petite Quinty. Cette dernière ne compte que sur la générosité des uns et des autres pour les venir en aide. Vraiment, notre situation est vraiment compliquée parce que là, nous sommes d'abord rien à manger et les factures de l'hôpital sont vraiment très énormes, très élevées, oui. Nous prions les âmes de bonne volonté de nous venir en aide. Comme elle, il se compte par centaines des déplacés internes de la crise anglophone qui traversent au jour le jour pareille situation dans les villes et villages d'accueil. Et pour combien de temps encore? Vous l'avez suivi, ils sont nombreux, ces déplacés des régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest qui ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire. Pourtant, le gouvernement a mis sur pied une stratégie visant à leur apporter un soutien. Depuis plusieurs mois, c'est le silence total face aux multiples dénonciations faites sur les antennes d'Equinox Télévision. Le ministre de l'Administration territoriale annonce une reprise imminente d'une distribution de denrées alimentaires à ces déplacés internes en compagnie des gouverneurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Paul Atangandi a réceptionné une cargaison de riz dans la ville de Douala. Compte rendu, Donald Brice Kamgan. 2040 sacs de riz, 60 tonnes stockés dans un magasin du génie militaire à Douala. Le ministre de l'administration territoriale reçoit officiellement pour le gouvernement ces ressources destinées aux déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors ce que Vietel fait aujourd'hui, c'est juste pour dire, comme le chef de l'État dit, nous sommes les mandants de la paix et puis la solidarité internationale doit guider l'action ou les actions des pays. Donc nous nous réjouissons du fait qu'eux-mêmes ils savent que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc ils sont là pour apporter cette modeste contribution qui est très importante. Aux côtés du MINAT, les gouverneurs du nord-ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique, et du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, prennent connaissance du don de la société Vietel pour leurs populations respectives. Nous allons d'abord remettre aux autorités de base. Nous avons déjà des statistiques de nos IDP. Ce n'est pas la première fois que nous allons distribuer des dons. Donc nous avons ces statistiques, nous connaissons tous les relais. Les autorités de base, notamment les préfets, les sous-préfets, ont une organisation mise en place avec les personnes ressources qui nous accompagnent, des facilitateurs. Donc à ce sujet, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à la distribution de riz. Nous allons par conséquent, après les instructions du ministre, remettre cette assistance aux autorités administratives locales qui auront la lourde responsabilité
de faire en sorte qu'elles parviennent aux populations cibles qui sont les populations déplacées de différentes circonscriptions administratives. Selon Paul Atanganji, le gouvernement va reprendre d'ici peu les opérations de distribution des appuis de l'État aux personnes déplacées du fait des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces populations, n'est-ce pas, vont apprécier ce grand geste. Et je profite de ça pour dire que le chef de l'État nous a demandé de relancer la distribution de son aide humanitaire en faveur des populations en détresse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc nous serons à nouveau sur le terrain d'ici quelques temps. La partie donatrice et le ministère de l'administration territoriale ont approuvé la qualité et la quantité des ressources en nature ainsi reçues. Le MINAD pour sa part accepte d'assurer toutes les responsabilités liées à l'utilisation du don après réception. Et à propos de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le député SDF Jean-Michel Nitieux n'a pas caché sa déception et sa colère face à l'organisation d'une plénière spéciale pour évoquer à l'Assemblée nationale la reconstruction et le développement de ces régions en guerre. Ce député y voit un cirque ridicule et indigeste à partir du moment où le gouvernement peine à mobiliser depuis près de 2 ans auprès des bailleurs de fonds des financements nécessaires pour reconstruire de ces régions anglophones. Pour l'honorable Jean-Michel Nitieux, la priorité c'est un cessez-le-feu suivi d'un dialogue politique inclusif. Aucune reconstruction durable n'est envisageable sans la paix, a-t-il indiqué. Le député critique le déni du gouvernement, sa condescendance et sa politique de l'autruche et l'incapacité des membres de ce comité chargé de la reconstruction d'œuvrer pour l'apaisement dans ces régions anglophones. Une chose au moins sur laquelle se retrouvent les députés de l'opposition de la majorité présidentielle, ce sont les suites judiciaires à accorder après la publication du rapport final de la Chambre des comptes sur la gestion calamiteuse des fonds Covid-19, alors que les magistrats ont noté des malversations financières, des surfacturations et transmis près de 12 dossiers à la justice. Les députés pressent l'exécutif d'œuvrer afin que des sanctions à la fois politiques et judiciaires soient prises pour montrer l'exemple et faire preuve de transparence. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, le rapport définitif de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 ne laisse pas les députés indifférents. De tous les bords, il souligne d'abord que le dit rapport de la Chambre des comptes est un travail salutaire, même s'il reste seulement un avis. La Chambre de comptes a dit exactement ce qu'ils ont trouvé, ce qui est déjà une bonne chose. La Chambre de comptes fait un rapport annuel qui est posé sur la table du chef de l'État, que nous avons le privilège de recevoir et qui est disponible pour le grand public après cela, et qui est vraiment très pertinent et très riche d'enseignements, comme celui sur le Covid. Maintenant, ce que la Chambre des comptes fait, elle émet un avis. Et cela reste un avis. La Cour des comptes a fait son travail et rien que son travail. Le souhait aurait été que ce travail soit fait non seulement pour le Covid-19, mais que ça touche aussi l'ensemble de la gestion des fonds publics. Au regard de cette situation, au-delà, les députés indiquent que des approches complémentaires pourraient être convoquées. Nous avons pris acte et il reste maintenant à voir si une enquête parlementaire, judiciaire ou administrative doit être mise en place pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Il y a des choses qui restent à faire. Parce qu'on doit mettre en quelque sorte des enquêtes en place, telles que les enquêtes judiciaires ou enquêtes parlementaires ou les enquêtes administratives, afin de voir plus clair dans tout ce qui s'est passé en termes de gestion du Covid. Il faudrait soit une enquête parlementaire ou alors une enquête judiciaire ou une enquête administrative. La loi portant régime financier de l'État dispose de ces 3 moyens pour pouvoir enquêter sur l'utilisation et la destination des fonds publics. Cependant, en précisant que la Chambre des comptes ayant vidé les responsabilités dans la gestion des fonds Covid-19, Joshua aussi, du SDF, écarte l'idée d'un débat parlementaire
Le fait que la Chambre des comptes ait vidé son travail avec l'avis qu'il a rendu dans un rapport ouvre maintenant la voie, s'il y a lieu, pour que la juridiction compétente ouvre une enquête judiciaire, parce qu'après la Chambre des comptes, nous ne pouvons plus rentrer dans un exercice administratif et ça ne serait pas opportun qu'il y ait un exercice parlementaire pour le sujet. Plus tôt, le parlementaire SDF pointe les manquements de Paul Biya dans le processus de gestion des fonds Covid-19. Il faut quand même donner des circonstances atténuantes à certaines choses. Personnellement, j'ai acheté un carton de masque à 50 000 francs. Le même carton vaut à peu près 3 000 francs aujourd'hui. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et il faut peut-être aussi se dire que le président de la République aurait dû décréter l'état d'urgence comme dans d'autres pays, qui aurait permis l'utilisation des fonds tel que ça a été fait à ce moment-là. La suite de l'affaire gestion des fonds Covid-19 est donc désormais attendue. Dans l'escale internationale, une trentaine de personnes ont été tuées dans une attaque meurtrière à l'est de la République démocratique du Congo. En Éthiopie, les efforts diplomatiques visant à ramener la paix peinent à produire les résultats escomptés. Pendant ce temps, en Gambie, 15 dossiers de candidature ont été rejetés en vue de l'élection présidentielle prévue le 4 décembre prochain. La mouture internationale est signée Eric Watat et Julienne Berthebissaille. La province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, frappée par une attaque meurtrière. Une trentaine de personnes des villages de Drodo, Largo ainsi qu'un site de déplacés ont péri dans un assaut attribué aux miliciens de la coopérative pour le développement économique au Congo. Le bilan fait état d'une vingtaine de civils et 9 miliciens tués. Après l'intervention de l'armée et de la MONUSCO, des milliers de civils ont été placés en sécurité dans la localité de Roé. En Éthiopie, les espoirs d'un cessez-le-feu s'effritent peu à peu, malgré les efforts diplomatiques visant à mettre un terme à la guerre civile. Les rebelles lourdement armés ont pris possession le week-end dernier de la ville de Shewarobit, située à plus de 200 km de la capitale Addis Abeba. Face à cette situation chaotique, les pays membres des Nations Unies et l'Union africaine envisagent le départ de leurs citoyens de l'Éthiopie. En Gambie, 15 dossiers de candidature rejetés par la Commission électorale indépendante à 10 jours de l'élection présidentielle. Pour Makan Khan, porte-parole de la CEI, les dossiers rejetés ne remplissent pas les exigences constitutionnelles. Cependant, 6 dossiers ont été validés, dont ceux du président sortant Adama Barrow du National People's Party, Dousseinou Darboué du Parti démocratique unifié, Mama Kandé du Congrès démocratique de la Gambie, Alifa Salah de l'Organisation démocratique du peuple pour l'indépendance et le socialisme, ainsi que les indépendants Essamba Efal et Abdouli Ebrima Djamé. L'élection présidentielle du 4 décembre prochain est le premier scrutin démocratique depuis la chute de Yaya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017. Ce dernier avait dirigé le pays d'une main forte pendant une vingtaine d'années. Une Coupe d'Afrique des Nations entachée de sang, c'était en 2000.